Donc on va, mesdames et messieurs, regarder le dernier rhinocéros. Ça faisait longtemps, en vrai, ça faisait très longtemps. Donc sur ce terrain, les milliardaires s'organisent pour faire gagner l'extrême droite. Alors les milliardaires qui s'organisent pour faire gagner l'extrême droite, on était un peu au courant, Bolloré et compagnie, mais ce terrain, j'avoue que je connais pas, ou en tout cas peut-être que je connais, mais je me rappelle plus de son nom, c'est possible aussi. Donc dernier rhinocéros qui est sorti hier, donc on va voir ce que ça donne. On perd pas plus de temps, Usul, Lumi, ce terrain, les milliardaires s'organisent pour faire gagner l'extrême droite, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. La tête, j'adore. Le look d'Usul est incroyable. Le look d'Usul, vraiment, c'est un mélange entre un cégétiste, un mec en vacances et Usul. Enfin, ça mélange entre beaucoup trop de choses, mais j'adore le look. Aujourd'hui, on va vous parler d'un milliardaire qui a décidé d'utiliser sa fortune pour faire triompher l'extrême droite en France. Et ce milliardaire, c'est même pas Vincent Bolloré. Et là, ils retiennent notre attention. Des milliardaires qui veulent faire monter l'extrême droite qui ne sont pas Vincent Bolloré et compagnie, je suis curieux de voir ça. C'est un autre, Pierre-Édouard Stérin. Comme Bolloré, Stérin est un catholique conservateur et comme Bolloré, Stérin se sent investi d'une mission. Alors vraiment, force à vous les catholiques, hein, parce que les catholiques, c'est vraiment comme les musulmans et malheureusement aussi les trois religions monothéistes en ce moment, malheureusement, hein, entre les fous du bus catholiques comme Stérin ou Bolloré ou tu sais les fameux oui le pape était trop woke, entre malheureusement les fous du bus musulmans en mode on va poser des bombes et tout machin, et en mode les juifs fou du bus en mode Netanyahou et ses potes. Bon, voilà quoi. Vous avez des sacrés cas dans vos religions, les gens. Après, j'ai envie de dire, est-ce que les athées, ils ont pas des fous du bus dans leur non-religion? Oui. Est-ce qu'il y a pas des bouddhistes qui faisaient de l'esclavage ou du meurtre de musulmans en masse dans je ne sais plus quel pays d'Asie? Oui. Est-ce que les Ouïghours, ça existe? Que, la Chine, ce n'est pas un pays monothéiste? Oui. Donc, on peut dire qu'il y a des fous du bus partout et que aucune religion et non-religion n'est épargnée. Mais, quand c'est des religieux, moi, je trouve ça un peu plus ironique. Je trouve ça un peu plus ironique quand c'est des religieux parce que, frérot, c'est pas compliqué le message de Dieu à la base, hein. Tu ne tueras point, aime ton prochain, tends l'autre joue, ce genre de bail, tu vois, Dieu, Jésus, Mahomet, Moïse, qui tu veux. Franchement, les messages, ils étaient clairs, hein, les messages de base. Au moins, un laïc, un athée, tu vois, enfin, un mec ou une meuf qui croit pas en Dieu, il y a l'excuse de « Ah, je m'en fous, je crois en rien, vas-y, je fais ce que je veux. » Alors que les religieux, ils sont censés avoir le truc de l'altruisme, du pardon, ce genre de conneries, tu vois. Enfin, de conneries, vous avez compris. Enfin, genre de truc, je sais pas. Sauver la France. Oh. Il est en exilé fiscal depuis 2012, il vit en Belgique. Eh ben dis donc, c'est comme ça qu'ils sauvent la France, c'est fou hein, vous avez vu ces gens qui à chaque fois disent qu'il faut sauver la France, sauver les valeurs, sauver le pays. Eh ben ils sont soit exilés fiscaux en Belgique, ils sont exilés à Dubaï, ils sont exilés à Malte, enfin ils sont en mode oui la culture de la France c'est saucisson et épinards. Eh vas-y frérot, il y a d'autres trucs en France. Non mais c'est fou à quel point ces gens qui se disent amoureux de la France, soit ne vivent ou ne payent pas leur impôt en France. C'est curieux ça. Il a fui en fait le fisc pour pouvoir faire grossir encore sa fortune, parce qu'avec sa fortune, son but est de financer les causes qu'il soutient. Ah mais non, en fait, non mais c'est moi qui ai mal compris en fait. Le gars, c'est pas qu'il aime pas la France, c'est pas qu'il est hypocrite en mode non je dis que j'aime la France mais je m'exile pour gagner de l'argent. Non non, ce mec aime tellement la France qu'il est prêt à se sacrifier, à partir en exil en Belgique, pas pour gagner de l'argent personnellement, non non non, mais tout simplement pour gagner assez pour sauver son pays, tel Napoléon, exilé sur l'île de Sainte-Hélène. C'est beau putain, c'est beau. Et il a décidé de brûler en quelque sorte toute sa fortune au service de ses causes. Avec le plan Périclès. Non mais j'aime bien parce que le gars, au lieu de dilapider sa fortune pour je sais pas, tu vois, payer des impôts qui permettraient d'avoir de meilleures routes, meilleurs hôpitaux, meilleurs services publics, etc. Au lieu de dilapider sa fortune pour peut-être de l'aide humanitaire, et même s'il aidait que les blancs à la rigueur, hein, vu que ça a l'air d'être un gros raciste, à la rigueur j'ai envie de dire, au moins il aide vraiment des gens, tu vois, genre s'il aidait que des blancs dans des associations un peu ethnocentrées, mais qu'au moins c'était vraiment des vrais pauvres qu'il aidait au minimum, j'ai envie de dire ce serait déjà ça, mais il fait même pas ce truc qui est déjà discutable. Non, lui il préfère niquer toute sa fortune dans une guerre médiatique pour l'extrême droite, mais il faut vraiment avoir des problèmes quoi. Et le pire c'est qu'il y a des gens, ils se disent non, ça c'est pour le bien commun. Ce plan, Périclès, c'est tout un projet qui a été révélé par le journal L'Humanité en juillet 2024. C'est une feuille de route pour préparer la France à la prise de pouvoir de l'extrême droite, mais c'est aussi pour préparer l'extrême droite à prendre et exercer le pouvoir. Et tout est écrit, c'est fou. Alors autant Bolloré, si tu lui demandes, lui il va nier, il va dire non pas du tout, je n'ai pas d'agenda politique. Autant Stérin il dit oui regardez, c'est tout écrit. En vrai j'ai envie de dire, je sais pas si c'est ce qu'il allait dire Usul, mais rien que pour ça, déjà le gars a plus de respect de ma part que Bolloré, parce qu'au moins il assume, tu vois. Moi c'est ça que j'aime pas avec l'extrême droite et une partie de la droite, et même une partie de la gauche, hein, attention, genre le PS ou ELV, en mode qui assument pas leur idée. Assumez, moi je suis de gauche, voire d'extrême gauche, selon ton point de vue, si t'es vraiment d'extrême gauche radicale,
radical de ouf. Ah, je suis un gauchiste, mais pour la moyenne des gens, je suis de l'extrême gauche, tu vois, j'assume. Et la plupart des gens de gauche, voire d'extrême gauche, assument. Bon, sauf tout ce qui est PS helvétière, mais parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils sont pas totalement de gauche. Mais la droite et l'extrême droite, ils aiment trop être en mode non, non, je suis apolitique, je suis juste patriote. Mais assumez que vous êtes d'extrême droite. Mais d'un côté, si vous assumiez, tout le monde verrait que vous êtes des énormes merdes. Donc bon, c'est ça qui est complicado, quoi. Ça, c'est quand même étonnant, et c'est pour ça que ça a forcément intéressé les journalistes. L'Humanité a pas mal publié sur ce terrain depuis ses révélations de 2024 et continue de documenter les activités du milliardaire. Mais Le Monde, la cellule investigation de Radio France ou le Nouvel Obs se sont aussi penchés sur le sujet pour nous aider à mieux cerner le personnage. Périclès, ça vise à faire gagner, en utilisant tous les moyens légaux possibles, l'extrême droite ou la droite à la prochaine présidentielle. Pour ça, Pierre-Édouard Stérin compte mobiliser beaucoup d'argent, 20 millions d'euros, investis en 2025 selon ses équipes. Et l'avantage avec Stérin, c'est que le gars, il assume. Oui, il veut faire gagner l'extrême droite en France. Oui, il est prêt à mettre du pognon sur la table pour ça. Tout ce pognon qui donne pas à l'État français d'ailleurs. Ah oui, non, parce qu'il est exilé fiscal en Belgique. Mais faut le comprendre, hein, il y a trop de normes, il y a trop de charges, il y a trop d'impôts, donc lui il est parti puis il l'assume ça. Non, mais c'est vrai que c'est dur, la France, vraiment, il y a trop de papiers. C'est pas du tout comme si t'étais assez riche pour te payer, je sais pas moi, un comptable qui peut t'aider justement peut-être à bien faire tes impôts, à optimiser, parce que déjà que l'optimisation fiscale, bon, à partir du moment quand t'es assez riche, est-ce que t'as vraiment besoin d'optimiser, je veux dire, bah à la rigueur, au moins tu joues avec les règles, mais tu joues avec les vraies règles, quoi, alors que l'évasion fiscale, c'est juste une merde. Aussi, il le raconte, il l'explique. Je suis assez peu attaché, en tout cas je suis très critique vis-à-vis de l'État et de toutes les restrictions de liberté qu'on peut avoir, voilà, diverses et variées. C'est un libertarien d'extrême droite. Super, on n'en avait pas besoin d'un de plus, génial, en plus il est millionnaire, celui-là, ou milliardaire, je sais plus. Ouh, encore un libertarien d'extrême droite, on adore. Vis-à-vis des taxes qu'on nous impose de façon très importante. Et... Non mais vous vous rendez compte quand même, avec toutes ces taxes, avec tous ces impôts, les gens ils vont peut-être pouvoir avoir des routes, ils vont peut-être pouvoir avoir des trucs, et moi, en attendant, je pourrais avoir que 2 yachts, 3 châteaux, et seulement 5 Mercedes et Lamborghini. C'est vraiment injuste. Et qui sont ensuite extrêmement mal réemployés pour une bonne partie d'entre elles, me semble-t-il. Alors là, pour le coup, il a raison. Effectivement, les impôts, etc. sont quand même moins bien utilisés qu'ils pourraient. Après, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, je pense, qu'il y a quand même pas mal de gens qui se servent de cet état de fait qui est réel pour justifier d'être des gros égoïstes qui partent s'exiler. Il y en a quand même pas mal dans ce cas-là. Parce que oui, on peut débattre du fait que les impôts servent plus à des trucs à la con ou ne servent pas directement la population. On peut en débattre. Mais c'est pas en ne donnant pas aux impôts que ça va aider le truc. Et donc c'est vrai que avec son sourire à la con là. J'ai déménagé en Belgique en 2012. Hein. Sa fortune, il l'a faite en nous vendant les fameuses Smartbox. Ah, les Smartbox, c'est lui. Si vous achetez une Smartbox, vous soutenez l'extrême droite, sachez-le. Non mais en plus, en vrai, les Smartbox, c'est quand même l'idée à la con. C'est genre, c'est le Ferrero Rocher plus. C'est je t'apprécie suffisamment pour te faire un beau cadeau, mais je te connais pas assez pour te faire un truc vraiment personnalisé. Non mais c'est terrible. Après, ben, n'achetez plus de Smartbox hein, si vous pouvez les gens. Cadeau de merde là, avec des week-ends, des activités, des restos, etc. Sa société, le Smartbox Group, domine le marché et bien entendu, elle n'est pas non plus domiciliée en France. C'est une société de droit irlandais. Vous l'aurez compris, ce terrain est libertarien. Donc il n'est pas exilé fiscal uniquement pour garder son pognon, il veut aussi en priver l'État français qui pourrait en faire n'importe quoi. Vous vous rendez compte, payer des fonctionnaires, faire tourner des services publics, l'horreur. Non mais t'imagines, ils vont faire quoi après avec cet argent? Aider les plus démunis à s'en sortir? Mais le pire c'est que même dans leur logique capitaliste de merde, je veux dire, aider les plus pauvres, aider les plus démunis, ça leur permet de remonter la pente, d'avoir peut-être un travail, peut-être du coup avoir un appartement et peut-être avoir du coup du pouvoir d'achat et participer à l'effort de la France. Alors que si tu les laisses dans la dèche, ils consomment rien. Quasiment l'Union soviétique. Ah oui, bah oui. On l'a fait parce qu'on estimait que c'était c'est un scandale, c'est un scandale. De continuer à engraisser l'État français. Ah les cochons. Pour lui permettre de continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui dans une certaine mesure, à savoir n'importe quoi. Cette interview date d'avant la révélation du plan Périclès. Mais dans ce podcast d'entrepreneur, Stérin parle déjà de son projet en fait. En 2021, il avait créé un fonds, le Fonds du bien commun. Stérin se fait une idée assez précise de ce qu'est le bien commun et de comment utiliser cet argent. Et encore une fois, il assume, il explique. Et ces 80 millions, on va les utiliser pour essayer d'investir sur d'investir, de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets. Ah mais son sourire à la con, il m'énerve. Je suis fier de moi, je suis une merde. Vas-y, nique-toi. Puis j'aime bien parce que direct il dit investir. Après il se rattrape en mode, oh là, je vais peut-être pas dire que ça, gros mots et tout. Mais si, tu veux investir sur l'extrême droite, arrête. Utile
au redressement de la France. Oh oui, le redressement. Il y a la promotion du Christ. Le promotion du Christ. Bah oui, mais non, mais c'est évident que le Christ, lui, vraiment, Jésus, la première chose qu'il a dit, c'est soyez des énormes merdes, soyez égoïstes, ne pensez pas aux autres, faites monter l'extrême droite, faites monter la haine. C'est tout ce qu'il a dit. Il a pas du tout dit buvez ceci est mon sang, mangez les pains, genre partagez, celui qui n'a jamais péché me jette la première paire, ce genre de choses, tendre l'autre joue. Il a jamais dit ça, Jésus. Non, non, Jésus, c'était un libertarien qui pensait qu'à sa gueule et qui a monté une entreprise de business de charpentier. Il a fait de la maille de ouf et il est devenu roi du pétrole. À skip, hein, je sais pas, apparemment. Hein. Et au redressement de la France, forcément, donc, très concrètement, on est très porté sur les sujets d'éducation, les sujets de pauvreté, de handicap, de patrimoine. Ok, alors je traduis. On est très sur l'éducation. Alors il faut qu'elle soit chrétienne et qu'elle soit sur la grandeur de la France. Du coup, on oublie tout ce qui est Algérie, tout ça, massacre, tout ça, on oublie. On coupe. Pauvreté, c'est-à-dire qu'on va encore plus prendre aux pauvres et que, ben, ils vont se démerder, hein, clairement. De handicap. Ceux-là aussi, hein, ils vont se faire foutre. À la rigueur, on les met dans des camps de merde et ils nous dérangent plus. De patrimoine. Le patrimoine français, ça veut dire qu'on va virer toutes les mosquées, toutes les synagogues, on va garder que les belles grosses églises bien couillasses, là, bien bornées. De culture. La culture française, évidemment, le pinard, le saucisson, terroir. Et tout ça, c'est génial, parce que de loin, ça va ressembler à de la charité. Genre, le gars est généreux. Donc il veut rien filer à l'État généreux. français parce qu'en fait il voudrait que ça marche comme ça, avec la charité, avec la philanthropie. D'ailleurs je vous conseille l'excellente vidéo de Bolchegeek, je crois que c'était pour l'humanité, qui parle de tout ce qui est Téléthon, Resto du Cœur, Speedon, etc. Et qui parle justement très bien de ce truc de la contradiction de la charité. Parce que d'un côté, vu l'état actuel des choses, on en a besoin de la charité, des aides, Resto du Cœur et compagnie. Mais d'un côté, bah s'il y a les Restos du Cœur, etc., pourquoi l'État français ferait quoi que ce soit? Après tout, ça marche à peu près. Oui, sauf que c'est au détriment des autres en fait. Les Restos du Cœur et compagnie, c'est censé être là pour en attendant que ça se règle. C'est pas la solution, c'est un pansement, tu vois. Après, c'est à l'État de faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin des Restos du Cœur normalement. Mais eux, ils s'en satisfaisent. La philanthropie des riches qui vont choisir eux-mêmes de quels services, de quelles associations la société a besoin. Depuis, tout ça a pris forme. Sur C8, vous avez peut-être vu passer la nuit du bien commun d'ailleurs. C8 fête les 5 ans de la Nuit du Bien Commun. Cette belle soirée de levée de dons a permis à 90 projets solidaires de se concrétiser. C'est beau, putain, c'est beau. Le 11-30, merci monsieur. Désolé, mais ça a moins de gueule que Speedon ou le The Event, hein. Désolé. Ça fait quand même beaucoup plus cringe. Le 304, merci madame. Don à 5000 € pour le 13,55 deux fois. Les assos qui sont soutenus, c'est bien sûr des assos qui parlent de patrimoine, de famille, d'enfance, de prière même. Mais ils mettent des 5000 balles comme ça au calme sur des trucs qui n'auront pas forcément de concret sur les gens. Après je dis pas, hein, c'est très bien de donner peut-être de l'argent aux églises, aux mosquées, aux synagogues, à ce genre de choses parce que après tout, eux aussi ils aident, hein, que ce soit par la foi, que ce soit par l'aide humanitaire, etc. Je dis pas, mais ça se voit que ce n'est pas pour aider les gens là ce qu'ils font, c'est juste pour faire en sorte de mettre leur argent sur les trucs qui les intéressent eux plutôt que pour le bien commun. Et puis tiens, de journalisme. Bah oui, faut sauver le journalisme aussi. En 2012, lors d'une simulation de vote pour les élections présidentielles, plus de 85% des étudiants en journalisme votent pour un candidat de gauche ou d'extrême gauche. Et alors? C'est pour cela que l'Institut libre du journalisme est vital pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion dans notre société. Mais alors déjà, c'est pendant les études de journaliste, t'as pas dit à quelle période de leur étude, hein, qui votait pour la gauche ou l'extrême gauche, et puis quelle gauche, si c'est la gauche PS, bon, que c'est vraiment de la gauche, on parle de 2012 surtout, donc j'aimerais bien savoir aujourd'hui c'est quoi le ratio, tu vois, et même sans parler de ça, désolé, mais oui, à quel moment de leur école de journaliste, est-ce que c'est au tout début, pendant qu'ils sont encore jeunes et naïfs, ou est-ce que c'est à la fin, quand peut-être ils changent d'avis, ou alors la pression et tout, et puis il faut pas oublier que pendant l'école tu peux avoir des grandes théories, de la naïveté et tout, mais une fois que t'es dans le grand bain, on peut te dire non, ce sujet tu peux pas parce qu'on a un partenariat avec Coca-Cola, donc non, ou non mais ta question là elle est trop rentre dedans, du coup là si jamais tu la poses le ministre il va se braquer, donc t'oublies, etc., tu vois. Les pigistes, tout ça, tu crois que c'était leur rêve de faire ces merdes? Enfin force à elle et eux, tu vois, mais il y a sûrement de très bons pigistes, hein, je dis pas le contraire, mais globalement je pense pas que la plupart voulaient faire ça, quoi. La Nuit du Bien Commun, c'est une des vitrines du fonds philanthropique de ce terrain. On vous le dit parce que les organisateurs le présentent pas forcément comme ça, même quand on leur pose la question. Dites-nous quand même, qui est à l'origine de cette initiative? L'équipe des fondateurs? Est-ce qu'il y a quelques noms importants à retenir?
Alors, plus que des noms, c'est d'abord des états d'esprit. Je dirais que c'est vraiment des personnes qui sont qui avaient à cœur de réconcilier un peu des entrepreneurs qui avaient envie et des associations qui croisaient. Oui, elle veut pas le dire, mais enfin bon, c'est surtout ce terrain, c'est un truc à ce terrain, le bien commun. Là. Et donc en plus du fonds du bien commun, 80 millions d'euros investis chaque année dans des projets savamment sélectionnés par ce terrain et ses équipes, maintenant il y a le projet... Donc ça c'est une autre structure, à part, parce que ça va bien 2 minutes les projets associatifs, tout ça là, mais ce qui est sérieux c'est la politique. Et c'est là-dessus maintenant que ce terrain veut agir, la vraie politique, là où ça se décide. Le problème c'est qu'en France, on peut pas directement donner des millions aux partis politiques qui nous plaisent. Mais ça c'est les gauchistes, ça, sous prétexte que oui, si on peut donner des millions, et ben du coup ça fait que ceux qui ont le plus d'argent c'est forcément ceux qui sont en faveur des plus riches et pas en faveur des plus pauvres, du coup c'est pas gentil, nanana. Ouais, les sales gauchistes, ouais, laissez. Regardez aux États-Unis, ça se passe très bien. Les milliardaires ils peuvent donner autant qu'ils veulent, il y a pas du tout de problème, vraiment aucun. Il y a des règles, on n'est pas aux États-Unis, donc si un riche veut peser dans le monde politique, il faut qu'il s'y prenne autrement. Alors le projet Périclès, c'est une méthode, une feuille de route on vous disait. En 2024 par exemple, l'objectif prioritaire c'était de mettre en place de quoi mener une guérilla juridique, de multiplier les contacts auprès des politiques, de créer une école de formation pour les futurs candidats aux municipales avec comme objectif d'en former plus de 2000 en 2025. Et oui, parce qu'il va y avoir les municipales en 2026. Et ce terrain va mettre le paquet pour ces élections, mais aussi et surtout pour 2027. Mais je suis en train de me réfléchir à un truc là. On adore nous parler du lobby woke, du lobby LGBT, du lobby gauchiste et je sais pas quoi, mais ça c'est quoi du coup? Le but c'est que cette année-là, Périclès ce soit une équipe de 50 personnes équivalentes en plein, avec un budget de 25 millions d'euros juste pour 2027. Au total, dépenser 150 millions d'euros sur 10 ans, et ça c'est juste pour le projet Périclès. Pour vous donner un ordre de grandeur, est-ce que c'est beaucoup ou pas 25 millions? Le plafond pour un candidat à la présidentielle au premier tour, c'est 18 millions d'euros. Là, il y a 25 en plus qui va pouvoir servir à un peu tout le monde, à droite et à l'extrême droite, pour cette formidable campagne. Un acronyme qui dit quand même, qui annonce la couleur: patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainiste. Ah, c'est ça que ça veut dire Périclès? Mais c'est... Oh la vache! Mais regarde... et dire qu'il y a des gens qui se sont battus sous le nom de résistants pour lutter contre l'extrême droite et on reprend ce terme pour un truc qui va sur l'extrême droite, c'est tellement à la fois horrible et respectueux, mais ça me donne envie de vomir. C'est ça, oui, ça dit tout. Le but c'est l'union des droites pour obtenir une victoire idéologique, politique et électorale. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que les médias mainstream, tout ça, ça fait très théorie du complot, comment je le dis, j'en suis conscient, mais genre pas grand monde en parle. Pourquoi il faut attendre? Alors je sais pourquoi, hein, évidemment, mais c'est fou de se dire qu'il faut quand même attendre des trucs comme Blast ou des trucs peut-être France Inter ou des trucs comme ça à la rigueur, mais pas à des heures de grande écoute et pas avec Léa Salamé par exemple, tu vois. Mais il faut attendre des trucs de niche pour qu'on parle de ce genre de trucs. Alors je sais pas, ça me paraît important. Par contre, faire 10 numéros et 10 journaux TV pour dire que, oh mon dieu, Mélenchon, il parle fort, là par contre il y a du monde. Hein. Souverainiste. C'est ça, oui, ça dit tout. Le but c'est l'union des droites pour obtenir une victoire idéologique, politique et électorale. Pour peser sur les politiques et pour créer des liens avec eux, ce terrain a placé ses hommes auprès de la droite LR, de Ciotti, mais aussi évidemment de Le Pen et Bardella. Bon oui, François Durvy. Mais pas Zemmour, rien chez Zemmour. Peut-être qu'il est trop fou du bus pour lui, mais quand même, je sais pas, patriote, chrétien, conservateur, tout ça, bourgeois, c'est des trucs qui vont ensemble. C'est à la tête d'Osium Capital, le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Stérin, dont il est un homme de confiance. Mais Durvy fait aussi office de conseiller économique auprès de Le Pen et Bardella. Stérin n'est pas franchement convaincu par le RN, qu'il trouve trop à gauche. Le RN trop à gauche, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-là. Et vous saviez que Hitler, il était de gauche parce que le nom de son parti, c'était National-Socialiste. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? On dit quoi les gauchistes maintenant? Et la République démocratique du Congo, elle est vraiment démocratique. Et ouais... François Durvy s'emploie à le rassurer, comme il rassure les chefs d'entreprise. Le programme du RN sera pro-business et coupera dans les dépenses de l'État. Bah non, c'est pas possible. Le RN, ils ont dit qu'ils étaient pour le peuple et qu'ils étaient pour le pouvoir d'achat et... Non, et pour les petites gens, c'est pas possible. Ils nous auraient menti à nous. Je peux pas y croire. De fait, sous son impulsion, le programme économique du parti a déjà largement évolué dans un sens anti-redistributif et plus favorable aux grandes entreprises. Donc vous le voyez, Stérin veut peser sur les lignes politiques des partis de droite, et apparemment il y arrive, en tout cas au RN, mais il veut aussi peser sur le débat public en général. Et pour ça, il va essayer d'imposer ses thèmes. Il a deux priorités, la lutte contre le wokisme et la lutte contre l'immigration. Et pour ça, il utilise des méthodes que vous connaissez si vous avez vu notre épisode sur le réseau Atlas. Il finance des structures, des observatoires, des think tanks qui produisent des rapports, des contributions au débat public qui seront ensuite discutés en plateau par les journalistes
ou reprises directement par les politiques. Par exemple, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie a sorti une étude, là, en début d'année, une étude qui raconte que 580 millions de personnes dans le monde sont éligibles au droit d'asile français. Vous l'avez peut-être vu passer. C'est une étude qui est biaisée selon tous les spécialistes de l'immigration, mais cette étude, poussée par un institut financé par Pierre-Édouard Stérin, va se retrouver dans tous les médias de droite, largement diffusée, puis reprise par les députés, les élus du Rassemblement national. C'est pour ça qu'on se fait ken, c'est pour ça. Parce que nous, on a peut-être le bon sens, on a peut-être les faits, on a peut-être la logique, on a aussi des problèmes, hein, je dis pas, attention. On a peut-être plein d'avantages à gauche, hein. On a l'humanité, on a le monopole du cœur, allez tiens dans ta gueule l'autre. On a des défauts évidemment, hein. On n'est jamais d'accord entre nous, mais un truc que nous on a, mais que eux ils ont pas, c'est qu'on a les faits, on a la vérité sur pas mal de points. Là où eux ils n'ont pas, mais ils ont autre chose, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est les grands médias, et c'est pour ça qu'on se fait baiser. Largement diffusée, puis reprise par les députés, les élus du Rassemblement national. Il démontre, accrochez-vous bien, qu'au moins 580 millions de personnes. C'est un exemple d'une idée forte anti-immigration, biaisée, poussée artificiellement dans le débat public par Pierre-Édouard Stérin. Autre avatar de cette stratégie, un observatoire nommé Hexagone, suffisamment bien doté pour commander des sondages orientant le débat public sur des sujets comme la violence scolaire, les dépenses de l'État ou le logement. Créé il y a seulement 5 mois, il a déjà réussi à donner de la visibilité à ses études dans Les Échos ou sur BFM TV, tout en opérant depuis les locaux. Non mais ça, de toute façon, les sondages, c'est pas nouveau, on se fait toujours baiser par les sondages. Parce que les sondages, finalement, bah, c'est comme les prisonniers de Guantanamo, comme les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut à force de les triturer dans les tous les sens. Et même, il y a ce côté, la façon dont tu vas poser la question et les choix de réponse, tu vois, qui vont énormément influencer sur le sondage. Et si tu fais des sondages toujours sur le même sujet, oui, évidemment, bah à force, ça... Bah, on va finir par parler que ça sur BFM TV et compagnie, bref. Donc voilà, ces méthodes-là, elles sont pas nouvelles, mais elles marchent toujours. Non, ce qui est nouveau, c'est le réseau qu'a tissé Stérin. Le gars a des billes partout. Il y a les divers observatoires, les écoles, les associations, mais bien entendu, Stérin veut des médias. Vous doutez bien, c'est important d'avoir des médias quand on est un milliardaire. Il veut faire comme tonton Bolloré, parce qu'il a tout suivi, du coup il veut faire comme lui. Quand même, on est en France. Et jusque-là, dans ce secteur, ça n'a pas si bien marché que ça. Il a essayé d'acheter Marianne, mais la rédaction était évidemment contre au nom de la culture républicaine et laïcarde du magazine, très éloignée donc des valeurs qu'entendait imprimer le milliardaire catholique. On dit qu'il aurait à présent des vues sur Valeurs Actuelles, ça colle déjà un peu plus. Apparemment, il a essayé de rentrer au conseil d'administration d'M6 aussi pour prendre la place de son PDG actuel, Nicolas de Taverneau, mais pareil, ça s'est pas fait. Stérin a quand même investi dans des médias, hein, mais des trucs beaucoup moins prestigieux. Des trucs comme Le Crayon, une chaîne YouTube qui donne la parole à tout le monde, mais quand même pas mal à l'extrême droite. Mais... Ah yes, Le Crayon. Ah ouais, c'est Stérin qui va là-dessus. Bah dis donc, si Le Crayon pouvait avoir des qualités et des défauts, hein, plus de défauts que qualités, hein, avouons-le, il y a quand même certaines qualités, genre bah là, typiquement Oussama Hamar versus Canard Réfractaire, là, qu'on voit ici en dessous, s'il n'y a pas ma grosse tête, c'est quand même des trucs que tout le monde peut pas faire, tu vois. C'est intéressant. En fait, ça pourrait être un bon média s'il essayait vraiment d'être neutre, en fait. C'est ça le problème, c'est que malheureusement non, il ne l'est pas, et d'ailleurs j'ai envie de dire ça le rend d'autant plus dangereux, cette fausse neutralité, là où le média ou Frontières assument totalement leur truc politique, quoi. Attention, ils sont apolitiques, hein. Bon, exactement ce que disait Jules, et il y a aussi le côté, par contre attention, hein, le média assume ne pas être apolitique, mais ils essayent d'être un minimum objectif, là où Frontières, bon, ça tire à vue, hein. Bien entendu, vous connaissez rien. Et d'ailleurs, on n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême gauche, ni de l'extrême centre, ni d'extrême droite, enfin bref, d'aucune sensibilité politique. Et ça, depuis le début, on a toujours affiché, annoncé, on s'est jamais caché que notre mission c'était de réunir. Oui, en vrai, je pourrais l'entendre, hein, même naïvement, tu sais, le côté non mais nous on essaie vraiment de faire de l'apolitisme, mais c'est pas de notre faute si c'est surtout les droitards qui viennent. Je pourrais l'entendre si vous êtes pas racheté ou si vous n'y a pas des billes par Stérin, le catholique fou du bus, extrême droite, tu vois. La chaîne se défend d'être influencée par quelques milliardaires que ce soit, évidemment. Et on le croit. Ah bah oui. Il n'y a aucun investisseur qui me dit quoi faire. Enfin, c'est un actif financier, quoi. Ils sont pas là pour contrôler, faire des marionnettes. Nous on dit juste... Non mais en vrai le truc c'est, tu vois, c'est cette espèce de truc d'homme de paille de... Non mais il est pas là pour contrôler et faire des marionnettes. Non, peut-être pas. Mais peut-être que inconsciemment, bah tu vas t'auto-censurer parce que l'autocensure est bien plus facile à mettre en place et bien plus permissif et bien plus légal que la censure. C'est comme à l'époque, j'avais vu une vidéo qui parlait de 3615, pas 3615 de jeuxvideo.com, qui parlait des fameux chèques d'Activision, pour reprendre le terme d'Usul à l'époque. Les chèques des éditeurs
sur les journalistes et critiques, je pense pas qu'il y en ait eu, ou s'il y en a eu, c'est quand même à la marge. Mais les petits fours, les hôtesses sexy, les voyages à machin et à trucs, pas besoin de plus. Tu veux continuer à être invité? Tu veux continuer à voir les jeux vidéo en avance? Mais pas de soucis. Bon, par contre, évidemment, faudrait pas que la note de notre jeu soit trop mauvaise, parce qu'on n'aimerait pas inviter des gens qui sont pas dans la même dynamique que nous. C'est exactement la même chose là. Ah, tu veux faire ce sujet sur le crayon? Pas de soucis. Mais bon, bah du coup, la prochaine fois, peut-être que si je pensais à une augmentation, je penserais à quelqu'un d'autre et pas à toi, tu vois, genre de truc là, je dis une connerie, mais tu vois l'idée? Puisque les équipes de ce terrain, elles ont regardé la chaîne, ça leur a plu, elles ont dit prenez notre pognon, c'est super. Les invités, le choix des thèmes, changez rien. Vous êtes géniaux à politique, ça nous va complètement. Ouais. Mais c'est pas un si petit truc que ça le crayon. Ils ont quand même reçu le président Macron. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. J'ai déjà pensé à me suicider. Bien sûr qu'il y a des sous-cultures. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate, franchement? La réalité du vécu, c'est une chose. Aller casser le Fouquet, qu'est-ce que ça leur apporte? Ça paye pas les factures. Hein. Oh là là, rien qu'avec cet extrait, j'ai envie de me foutre en l'air en fait, vraiment. Mais non, mais sinon ils sont apolitiques. Troll aussi Néo, une chaîne lifestyle, ambiance terroir, tradition et modernité. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, il y a un vrai boom des baptêmes en France cette année. J'ai essayé de faire du magret de canard séché au paprika fumé, flambé au whisky tourbé, et spoiler alerte, c'est un énorme banger, et oui, surtout... bah ça a l'air. Alors c'est simple, par contre à mon avis c'est pas donné, parce que la viande, le bourbon et bon à la rigueur le paprika, ça encore c'est le moins cher, mais je pense pas que ce soit donné. À goûter une glace à l'os à moelle. Moi c'est ce que je m'apprête à goûter pour vous aujourd'hui, c'est juste derrière moi, c'est parti, je vous emmène. Mais c'est là où ils sont forts je trouve, c'est le côté, ils vont faire des trucs qui semblent banals, en mode oulala, on va tester des glaces, on va tester machin. Du coup tu regardes et du coup ben t'es pollué par ton fil est pollué par d'autres vidéos de ce genre de médias qui ben eux ces vidéos là sont moins sur oui cette viande là est trop bonne. Une glace à la viande dans le vieux lion. Et puis pourquoi pas une sucette au porc après? Elle est morte de rire. Au fromage de chèvre? C'est ça votre lifestyle de dégénéré? J'adore parce que vraiment faudrait faire une compile de tous les épisodes. Gleu patate à gauche si vous m'entendez, c'est votre mission. Faites une compilation de tous les épisodes de Rhinocéros où Lumi n'arrive pas à garder son sérieux pendant une blague d'usuel. Franchement ça pourrait faire un beau best-of. Vous êtes même pas obligé de me créditer pour l'idée, mais si vous le faites ça fait plaisir. Bon c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça pèse vraiment? Est-ce que ça va suffire à faire triompher l'union des droites, le camp du bien? En tout cas, ça pose tout un tas de questions. Tout à l'heure, je comparais le budget du projet Périclès pour 2027 et le plafond des comptes de campagne pour les candidats à la présidentielle. Eh bien, je suis pas le seul à avoir fait le rapprochement, puisqu'une commission parlementaire sur la tenue des élections en France a convoqué ce terrain et le directeur de Périclès pour une petite audition. Antoine Léaumont de la France Insoumise est le rapporteur de cette commission. Vous savez que c'est très régulé la question des comptes de campagne et qu'il y a des plafonds de dépenses autorisés. Ben, vous voyez bien le problème qui est posé, c'est que si certains dépensent leur argent en dehors de tout cadre de la campagne, mais néanmoins essayent d'influencer une campagne électorale, eh bien il y a une question qui est posée pour le respect de la démocratie dans notre pays. Nous avions donc décidé de les convoquer aujourd'hui, ce 23 avril. Nous avons reçu hier une réponse négative de la part du directeur du projet Périclès. Et oui, tout le monde était en vacances, c'est vraiment pas de bol. Hein. Personne n'est venu rendre de compte aux députés de la République. Pas du tout suspect, vraiment, c'est juste du pas de bol, c'est juste la faute à pas de chance, comme d'hab, c'est vraiment... Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, ben... nique sa mère les fachos. Une deuxième convocation leur a été envoyée, et s'ils s'y soumettent, cette fois, ils seront entendus le 6 mai, donc ce mardi. Ce sera sans doute très intéressant, demain. Parce que ce terrain est un personnage intéressant. Il est bavard, il est sûr de lui, il note tous les gens qu'il rencontre, il leur donne des notes, une note sur 10. Oh là là, mais donner des notes sur 10 aux gens... Après, tu peux un peu, mais il y a une différence entre le faire systématiquement et de façon... ou le faire un peu dans ta tête parce que ça t'aide, tu vois, ça dépend, si t'as des petits problèmes peut-être sociaux, machin, des petits troubles, pourquoi pas, mais là on en est... Lui-même il se donne 8 sur 10, mais il aime s'entourer de solides 9 sur 10. Hein. On sait grâce au Nouvel Obs que... Parce que c'est quelqu'un de modeste, tu vois, lui il est seulement 8, mais il veut des gens au-dessus de lui pour l'aider à grandir, il est modeste et en plus tellement soif de s'améliorer, c'est beau. Retailleau a trouvé grâce à ses yeux, en janvier, reçu à Beauvau, ce terrain lui aurait même fait une offre de service. Que puis-je faire pour vous? Mais en dehors de lui ou de Wauquiez, le milliardaire est assez dur avec le personnel politique, qu'il juge globalement médiocre. Mais Wauquiez, non, aucun problème avec Wauquiez, vraiment. C'est pas du tout un mec fake, mec de la campagne, je comprends la réalité, il a pas du tout des affaires de détournement de fonds au cul, non, vraiment rien. Bon après tu me diras pour un libertin comme lui... Finalement on peut voir ça comme une opportunité, ce terrain va pouvoir trier et choisir les candidats les plus à même d'incarner au mieux sa ligne libertarienne réactionnaire.
Je pense qu'il y a une opportunité de marché très intéressante. Je vous jure, son sourire, il me tend. À chaque fois qu'il sourit, j'ai envie de... Ah, il m'énerve. Ah! Compte tenu de la qualité plutôt médiocre, voire extrêmement médiocre, des profils qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'échiquier politique. Donc je pense qu'il y a une opportunité de marché extrêmement intéressante. De marché. Le mec, il parle d'opportunité de marché. On parle de politique, on parle de la vie des gens, on parle de la République, la démocratie, on parle de tout ça. Et lui en mode, le marché a l'air quand même vastement... Mais nique ta mère, nique ta mère! Après son premier déjeuner avec Jordan Bardella à l'automne 2023, le milliardaire était rentré furieux. Ça ne va pas du tout. Le Pen est nul et Bardella ce n'est pas beaucoup mieux. La seule phrase cohérente de ce gars que j'ai entendu de cette vidéo, Le Pen est nul, bon, je suis pas d'accord avec le pas beaucoup mieux, il est encore plus nul qu'elle, vraiment. Il faut qu'on crée un nouveau parti, ils ne gagneront jamais. Ouais, s'il te plaît, crée un nouveau parti, s'il te plaît, divise encore plus les voix de la droite, vraiment. Faites vos 3 partis de fous du bus d'extrême droite et laissez-nous essayer d'améliorer vraiment le pays. À ses yeux, le binôme aux manettes de l'extrême droite incarne le pire de la politique, des responsables n'ayant jamais travaillé ou presque, et s'entourant de conseillers médiocres pour n'être pas menacés. En vrai, c'est pas faux ça, c'est pas faux ce qu'il dit, ça plus, même si je pense que le côté château de Le Pen, on met que nos proches pour pouvoir garder une dynastie et tout le pognon dans notre poche, ça bizarrement je pense pas que ça le dérange, mais ce qu'il dit est pas faux. Vous l'avez compris, avec ses instituts et ses experts à gages, Stérin veut s'attaquer à la demande politique. Mais il ne s'interdit pas d'agir également sur l'offre. De toute façon, maintenant c'est ça le but de sa vie, et c'est comme ça qu'il veut dépenser toute sa fortune. Apparemment. Il a de toute façon déshérité ses enfants, Rien n'est trop cher pour une place au paradis. J'ambitionne d'utiliser tous les moyens légaux à ma disposition. Mais en vrai sujet, moi je trouve, de déshériter ses enfants ou de leur donner très peu, tu vois. Genre si t'es riche, tu vois, même sans parler du côté, catholique ou radin, peu importe, le côté, si jamais tu arrives dans la vie, enfin pas dans la vie forcément, mais si jamais on te donne d'un coup 10 millions d'euros, est-ce que ça va faire de toi une meilleure personne? Non. Après, moi en vrai, si je suis milliardaire, vas-y, je dis une connerie, je donne un petit peu à mes enfants, mais vraiment quand je dis un petit peu, c'est si c'est 100 000 euros par personne, c'est déjà beaucoup trop, tu vois, on soit d'accord. Mais je pense pas que ce soit rendre service aux gens en vrai. Et en fait, pour les démocraties, le défi est sérieux. Les riches sont de plus en plus riches. Ils ont de plus en plus de moyens. Ils veulent prendre le pouvoir, renverser la table et ils testent nos institutions. Est-ce que nos institutions sont prêtes ou est-ce qu'il va falloir penser ce nouveau danger et créer de nouvelles règles pour protéger notre espace public? Moi je pense pas que les institutions soient prêtes, On le voit aux États-Unis, on le voit de plus en plus en France. Je veux dire que des médias comme ceux de Bolloré arrivent à rester aussi longtemps, genre CNews, Hanouna, tout ça. Bon, Hanouna, il y a eu des problèmes là, mais ça a mis combien de temps? Ils ont été prévenus combien de fois? Il y a eu combien d'amendes avant qu'il se passe un petit truc? Et encore, ça les inquiète même pas parce qu'Hanouna, il est allé sur W9 et sur Internet. Non, vraiment, c'est pas assez. Et je pense que l'État français soit ne se rend, l'État, en règle générale, je parle pas du gouvernement Macron, je parle vraiment de l'État global français, soit ne se rend pas compte et sous-estime l'impact de ces gens-là, soit s'en rend très bien compte, mais soit ne peut pas ou ne veut pas faire grand-chose, ou sûrement un mélange des deux selon les personnes. À mon avis, ça doit être un bordel. Je pense que les gens qui veulent faire quelque chose, ils doivent se taper des murs, soit d'incompréhension, soit de gens qui au contraire, ça les arrange bien que ça reste comme ça, soit des pressions politiques de milliardaires, ça doit être horrible. Mais même nos élections en fait. Parce qu'on ne peut pas considérer que les élections se passent de manière normale si certains utilisent, parce que c'est là tout l'enjeu, leur argent pour influencer les élections. Est-ce qu'on est prêt à leur donner les clés du camion? On connaît leurs projets, moins de règles, ils veulent être libres d'investir, de gagner de l'argent, d'exploiter notre travail, briser nos résistances et s'accaparer nos ressources. Redistribution, services publics, droit du travail, solidarité, tout sera balayé. En échange, il nous propose une société. Et attention, quand il dit tout ça, ce sera balayé, Usul, il dit pas d'un coup. C'est pas genre, hop, ce terrain arrive et c'est fini. Non, c'est juste que petit à petit, comme ça arrive depuis d'ailleurs les années 80, le côté petit à petit, avec les médias, avec les politiques qui vont dans le sens, la pression, etc. Petit à petit, on enlève des trucs. Et comme c'est petit à petit et que même quand on n'est pas content, genre la manif des retraites, on nous gaze la gueule, littéralement, pourquoi il continuerait pas après tout? Ça marche. Un état policier réduit à ses fonctions dites régaliennes. On est en train. Pour nous, les contraintes, la galère, la misère, et à eux, la belle vie. Et ça, pour eux, c'est une société bien ordonnée. Il est normal que les riches gouvernent puisqu'ils sont meilleurs. De toute façon, c'était un peu ce qu'avait prédit certaines personnes à l'époque de Marx, etc. Tu vois, c'est le côté, même Marx lui-même, d'ailleurs, si je dis pas conneries, mais j'avoue, ça fait longtemps. C'est le côté, la féodalité, c'était la noblesse qui dirigeait le reste, avec le clergé, mais le clergé était un peu à côté. Et avec le renversement de la féodalité, on a cru que ça allait rebattre les cartes, sauf que c'était pour la bourgeoisie, parce que la révolution était bourgeoise, et cette même
bourgeoisie devient la nouvelle noblesse, sans forcément les titres et le côté avec Dieu, mais encore, il y en a, ils essaient de remettre Dieu sur le tapis, tu vois. Alors que Dieu, je pense qu'il a rien demandé, je pense que Dieu, il est en mode, mais laissez-moi en dehors de vos merdes, juste aimez-vous les uns les autres, c'est pas compliqué. Mais on est vraiment de plus en plus en train de reprendre ce truc des pauvres de plus en plus pauvres, des riches de plus en plus riches, et tellement riches qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et tellement pauvres que bah ils osent même plus rien faire, parce que le peu qu'ils ont peur qu'on leur prenne. Après, est-ce qu'au bout d'un moment, ce calcul est peut-être mauvais, parce que est-ce qu'au bout d'un moment, les pauvres seront tellement pauvres qu'ils n'auront plus rien à perdre, et donc, nouvelle, pas forcément révolution, mais en tout cas, un nouveau basculement, peut-être. De toute façon, comme dit le proverbe, hein, le capitaliste serait prêt à vendre la corde pour le pendre. C'est notre avantage, c'est qu'ils sont tellement avares, et ils savent pas s'arrêter, que ça peut que finir par les faire perdre. En tout cas, j'espère. Si la planète et nous ne finissons pas par perdre avant ça. Ils ont réussi, eux, les Elon Musk, bah oui. les Bernard Arnault, les Sterrin. Et tout seul, hein. Ils ont réussi tout seul. Alors ça, les gens qui vous disent que c'est parce que leurs parents étaient déjà bien cotés pour la plupart, et que ceux dont les parents n'étaient pas bien cotés, c'est plus des exceptions, des bugs dans le système que la norme, c'est des menteurs, c'est des rageux. Non, Trump, par exemple, il a eu une toute petite aide d'1 million de dollars pour commencer à faire sa vie, tu vois, c'est tout, vraiment. Bolloré, c'est pas du tout le fils d'un millionnaire, vraiment. Pareil pour Bernard Arnault, tout ça, non, vraiment, c'est vraiment par leur travail, pas du tout celui des autres, évidemment. Et n'oublions pas que derrière ces personnages fantasques, il y a toute une classe sociale, les hyper riches. Et ils pensent que leur temps est venu, que les démocraties libérales, les lois, les normes, c'est saut 20e siècle. Il est temps de tout foutre par terre. Et comment leur donner tort d'une certaine manière? Je veux dire, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Tout va dans ce sens-là. Ils font en sorte, enfin, après ils font en sorte que ça y aille, hein. C'est pas genre ça va naturellement dans ce sens-là, mais ça se passe et ça continue et tout va bien. Donc pourquoi ne pas continuer dans leur tête? La question que nous pose Sterrin n'est pas compliquée. Mais jusqu'à quand? Il va falloir quand qu'on choisisse entre les ultra riches et la démocratie, parce qu'apparemment on peut pas avoir les deux. Ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Les riches ont un programme et ils sont plus chauds que jamais. Ah, et en plus, le Covid, tout ça, ça a pas aidé. Hein. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. La fortune de Sterrin est aujourd'hui estimée à 1,4 milliard d'euros. Et vous voyez, déjà rien qu'avec ça, il peut faire des dégâts. Maintenant, dites-vous que la fortune de Bernard Arnault, c'est 100 fois celle de Sterrin. Ça fait mal, hein. 100 fois. Et écoutez, il a l'air d'avoir plus ou moins le même programme que Sterrin en fait, Bernard Arnault. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça... Le pire, c'est que ces gens-là, ils peuvent dire ça sans honte, dire on veut moins de droits pour les gens, on veut plus de liberté, de faire crever le peuple, normal, ils s'en battent les steaks. Bon, c'est un délire. On est poursuivi. Bah heureusement. C'est impossible. Combien de temps avant que lui aussi ne pète un câble? Et s'il la joue comme Sterrin, on se défend comment? Est-ce que notre République a prévu ce cas de figure? Mais c'est ça la vraie question aussi, c'est est-ce que la République est prête pour ce genre d'attaque à l'américaine? Est-ce qu'ils veulent être préparés? Et nous, en tant que peuple, qu'est-ce qu'on fait? À part ne pas consommer leurs médias, faire de la formation, informer les gens sur leur désinformation, lutter politiquement, que ce soit en manif, sur TikTok, peu importe, on peut pas faire grand-chose, c'est ça qui est horrible. Ce serait peut-être bien d'y penser. On pourrait commencer par leur retirer leur emprise sur les médias, par exemple. Pour tout vous dire, ici, on pense qu'on aurait peut-être même déjà dû le faire depuis longtemps, parce que Sterrin, c'est le premier à formuler son projet de manière aussi claire et franche. Mais derrière lui, c'est tout un groupe social qui sent sauvage et qui trépigne d'impatience. Voilà, encore un épisode super rassurant pour la suite, et nous on se retrouve dimanche dans 2 semaines. Bah écoutez, j'ai envie de dire comme d'hab, très très bon épisode. Plus court que d'autres, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que l'épisode de 15 minutes, 20 minutes, moi ça me manquait un peu, j'aimais bien. Toujours intéressant, et malheureusement très flippant. Mais bon, on continue hein. Tout va bien.